Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 115e site-rep sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Bonjour Aïssar. Bonjour Raphaël, bonjour à tous les internautes qui nous suivent. Et puis pour ce 115e site rep, et encore une fois, je vous dis, si vous voulez nous suivre, abonnez-vous au site rep parce qu'on a toujours des difficultés à distribuer, Oui. à diffuser. Alors, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube notamment. Du coup, sans transition, on va commencer par dresser un petit panorama de la région, en commençant par un point qui me semble assez catalyseur et assez crucial dans l'évolution des relations à venir, c'est les discussions et les pourparlers autour du nucléaire iranien qui ont lieu actuellement, avec la nouvelle équipe de Joe Biden. Enfin, nouvelle, plus si nouvelle que ça, parce que ça va faire bientôt un an qu'il est aux manettes. Mais donc, est-ce que tu peux nous en parler alors? Alors effectivement, ce sont des pourparlers importants dans lesquels l'Iran focalise sur le fait, sur la levée des mesures de coercition contre le peuple iranien. C'est quelque chose de très important pour eux. Apparemment, donc aujourd'hui, on est au troisième jour de ces discussions. Ils avancent de manière assez correcte, et puis ce qui fait que Israël devient fou furieux en fait. Hein. Et il faut dire que dans l'ensemble, entre les affirmations d'un côté de la volonté américaine de revenir au nucléaire, à cet accord nucléaire sur le nucléaire, et la volonté iranienne aussi d'y aller, mais aussi à condition que la levée de toutes les sanctions soit faite réellement et tout de suite, hein, et aussi sur le fait qu'aucun autre dossier ne rentrera dans la discussion sur le nucléaire. Donc, c'est-à-dire, c'est toujours dans le cadre de l'accord de 2015 qui a eu lieu. Donc, ce sont des points importants. Il y a eu hier donc des affirmations comme quoi ça avance positivement. Je voudrais signaler quand même la folie des Israéliens, Naftali Bennett qui est allé en Russie, qui est allé aux États-Unis, qui a essayé par tous les moyens de faire valoir son point de vue. Bon, qu'à cela ne tienne, ça n'a rien fait apparemment, puisque Biden est déterminé, semble-t-il, dit-il, hein, de toute façon, à défendre les intérêts de son pays, mais pas des autres pays. Donc, ça, c'est aussi un message important qui a été donné à Israël, en fait, à l'État israélien, l'État sioniste d'occupation. Je voudrais signaler aussi quand même que même aux États-Unis, il y a eu de grandes manifestations de juifs antisionistes aussi hier, justement, qui disaient que c'est un État qui est absolument, et c'était dans le cadre de la Journée internationale de soutien à la Palestine, et que ces organisations ont affirmé leur soutien à la Palestine. Ils ont hissé le drapeau palestinien. Ils ont dit que de toute façon, c'est complètement illégal l'existence de l'État d'Israël, de leur point de vue juif, en fait. Hein, c'est de croyants juifs, et c'est important de le signaler. Et pendant ce temps, effectivement, la panique israélienne fait qu'ils accentuent énormément la répression contre le peuple palestinien, donc en Palestine occupée, et partout, aussi bien dans les zones occupées depuis 1948 que dans les zones de Jérusalem, qui se traduit par des destructions de maisons. Là, ils ont repris avec acuité, je dirais, les agressions, les violations de domicile, les destructions de maisons, aussi bien dans les quartiers de Sélouane et puis qui sont à côté de Jérusalem, dans les différents quartiers de Jérusalem, de Sheikh Jarrah,
et même aussi à Ramallah, à Naplouse, à Tulkarm, à Bethléem. Et donc, ça, c'est les Palestiniens, aussi bien dans les geôles que dans les villes, ils s'opposent violemment, ils s'opposent aussi avec, je dirais, avec force à ces agressions, donc par tous les moyens. Mhm. Voilà. Alors, il y a eu une décision de Donc, l'ONU récemment, nous les oui, soutenons et bien je sûr. voudrais dire, pas seulement nous les soutenons, et hier, dans la journée internationale de soutien au peuple palestinien, beaucoup de peuples et beaucoup de pays ont manifesté leur soutien, notamment les peuples dans les pays arabes, entre guillemets, dans les pays arabes dont les gouvernements ont normalisé les rapports avec Israël. Je voudrais rappeler, le Maroc a eu hier de très grandes manifestations de soutien au peuple palestinien qui ont dégénéré, qui ont été où les forces de l'État marocain ont vraiment agressé les manifestants, parce que les manifestants non seulement expriment leur solidarité avec le peuple palestinien, mais condamnent tout le mouvement de normalisation comme étant de la grande trahison et demandent le retour immédiat sur cet accord. Mhm. Alors, il y a eu une décision de l'ONU qui confirme l'appartenance du Golan à la Syrie et la Palestine aux Palestiniens. Ouais, voilà, tout à fait. Donc, il y a eu cette décision est très importante aussi de l'ONU, puisqu'elle reconfirme le droit et la souveraineté de la Syrie sur le Golan, d'un côté, la souveraineté du peuple palestinien sur ses terres et sur ses ressources à l'intérieur de ces terres. Donc, déclare de fait, en fait, comme complètement illégal et illégitime toutes les recherches et toutes les fouilles que font les Israéliens sur les terres qu'ils occupent, les terres palestiniennes, aussi bien en matière d'eau, en matière de pétrole qu'en matière de gaz. Donc, plus les fouilles archéologiques et les destructions aussi, les destructions des temples, notamment de la grande mosquée Al-Aqsa, etc. Ça, c'est un point qui est très, très important sur lequel il faut construire, justement, Mhm. pour attaquer cet État fantoche israélien, cet État qui s'est créé sur le vol des autres pays, pour l'attaquer aussi dans les tribunaux internationaux. Mhm. Alors, la Syrie a participé à la En réunion. plus de la lutte, ouais. En plus de la lutte armée, je veux dire, de tous les moyens, en plus Bien des sûr. résistances. Alors, Mm. en parallèle, donc, il y a eu une réunion du groupe des 77 pays plus la Chine, auquel a Ouais. participé la Syrie. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette réunion? Voilà, donc effectivement, cette réunion a eu lieu il y a 2 jours aussi à New York. Le ministre des Affaires étrangères syrien y a assisté en présence, en fait, et il a affirmé, en fait, aussi le droit de la Syrie à son indépendance, le droit à sa souveraineté sur l'ensemble des territoires et la nécessité de chasser tous les terroristes de la Syrie. Ça d'un côté. De l'autre côté, il a insisté aussi sur la nécessité de coopérer, que les pays, en fait, ces pays 77, mais maintenant ils sont 134, hein, ces pays, des pays, je voudrais rappeler que ce sont des pays du tiers-monde qui se sont réunis autour de Bandung. En fait, c'était les États non alignés. C'était et donc en fait, ce sont des pays qui œuvrent à une coopération des pays du tiers-monde de manière à renforcer leur souveraineté, à renforcer leur indépendance,
à augmenter le volume des échanges et de complémentarité économique de manière à renforcer leur indépendance économique réelle et profonde par rapport aux forces dominantes qui sont représentées jusqu'à présent au maximum par les États-Unis et les pays de l'OTAN, donc tous les pays impérialistes. Et donc aussi, c'était important que la Syrie soit présente et puis affirme sa volonté de multiplier les contacts et les échanges avec tous ces pays et affirmer donc la complémentarité et la lutte contre cet embargo qui est imposé à la Syrie par les forces dominantes américaines qui est complètement illégal en fait. Mhm. Donc voilà, ça c'est un point important. Le deuxième point, c'est que après, dans cette réunion aussi, il y a eu une communication importante entre le président, le ministre des Affaires étrangères syrien et le ministre des Affaires étrangères chinois, où la Chine a soutenu les efforts de la Syrie dans sa lutte contre le terrorisme et a soutenu aussi ses efforts pour sa reconstruction et a affirmé la volonté de la Chine de coopérer en fait avec la Syrie pour sa reconstruction et pour le renforcement de son économie indépendante et souveraine. Mhm. Alors, il y a le roi jordanien qui a déclaré également son soutien à la souveraineté et à l'indépendance de la Syrie. Quand tu me parlais de ça en préparant l'émission, ça te faisait sourire. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, effectivement. Alors, le roi de Jordanie a aussi affirmé en fait, son soutien à l'indépendance de la Syrie, à sa souveraineté. Effectivement, j'ai eu un sourire parce que je pense que la Jordanie a été à un moment donné dans cette agression terroriste contre la Syrie, le lieu où se faisaient les tractations de la chambre d'opération Al-Mok, que vous connaissez, des services de renseignement britanniques, français, américains et même Mossad. Donc, bon. Mais on peut dire que la Syrie a une volonté de plier la page, de prendre en considération les pressions dont la Jordanie a été victime, parce qu'on pense que c'est pas une volonté de la Jordanie que d'agresser la Syrie, mais qu'elle a été contrainte par les forces impérialistes qui dominent la Jordanie, mais de la même manière qui dominent aussi en moindre partie, mais qui dominent aussi la décision égyptienne. Bon, maintenant, avec la possibilité de coopérer entre la Jordanie, la Syrie et le Liban pour la production d'électricité et le gaz, le passage du gaz égyptien via la Syrie aussi au Liban, ça donne, je dirais, un peu un feu vert au retour des relations. De ce fait, d'ailleurs, je voudrais signaler pour ce fait la réouverture du passage Nassib entre la Syrie et la Jordanie et aussi le retour, la création d'une zone franche aussi entre la Syrie et la Jordanie, une zone franche d'échange, ce qui facilite effectivement la circulation des denrées et puis des personnes entre la Syrie et la Jordanie. Et ça, c'est un point important qui est d'ailleurs salué aussi bien par le peuple syrien que par le peuple jordanien. Mhm. Alors, quand on a parlé tout à l'heure de la journée internationale de soutien aux Palestiniens, on n'a pas évoqué le fait qu'en Syrie, c'était aussi l'occasion de rappeler comment dire, leur lien, leur attachement à Ashkelon, la région d'Ashkelon, donc la ville d'Antioche, qui avait été donnée par les Français aux Turcs en 1939. C'est ce que tu me rappelais en préparant cette interview. Escandaroun, oui, Oui, Escandaroun, oui, pardon, j'ai pas l'accent. effectivement. Et Escandaroun, c'est le département nord-ouest de la Syrie
qui a été donné par quelqu'un qui ne possédait pas, c'était les mandataires français Octroyé, on en va dire. 19 octroyé par par le mandat français en 1939 à la Turquie en échange de sa non-participation à la guerre aux côtés des nazis, soi-disant. Et donc, bien sûr, ça n'a pas marché, mais depuis, Eskenderun est sous domination turque. Et la Syrie, à cette occasion aussi, affirme sa souveraineté sur le Golan syrien aussi. Il y a eu de grandes manifestations populaires, en fait, dans la présence, dans ces journées d'appartenance à la Syrie au niveau du Golan, mais au niveau aussi du fait que la Syrie tient aussi à l'indépendance de la Palestine et à la souveraineté de la Palestine aux Palestiniens. C'est un ensemble, je dirais, de manifestations populaires qui ont fait que les peuples se donnent la main, effectivement, pour la libération de la totalité des territoires arabes occupés. Parce qu'en Égypte aussi, il faut penser que la Sinaï est occupée encore par les Israéliens et qu'il est important aussi de le libérer. Et tous ces sentiments, je dirais, d'indépendance s'allient les uns les autres pour aller dans ce sens. Mhm. Alors, il y a également la porte-parole du président syrien qui est venu à Oman pour une Mhm. visite. Ils Alors, ont parlé de oui. coopération, notamment. Tu peux nous en Madame parler? Bosseina Charban, oui, qui est le porte-parole du président, qui est aussi la présidente de l'association Al-Quds, Mhm. et qui est donc en fait, elle était effectivement en visite à Oman, invitée par eux, donc à Masqat. Donc l'objectif c'était aussi c'est en coopération au niveau culturel, intellectuel, au niveau de et surtout un grand travail commun pour la documentation historique et pour favoriser effectivement l'histoire écrite par les peuples et pas en rejetant l'histoire écrite par en revoyant, je peux dire, et en rejetant l'histoire écrite par les occupants. Par les Donc, vainqueurs. voilà, en fait, aussi favoriser la création d'un centre d'études et de recherche sur l'histoire des pays arabes et leur coopération. Et ceci s'est soldé aussi par la signature d'un certain nombre d'accords au niveau des échanges culturels et puis échanges même au niveau de l'éducation, au niveau de la formation, etc. Ok. Voilà. Ok. Donc tu souhaitais reparler du fait que la Syrie avait participé à la réunion de l'UNESCO? On avait déjà évoqué ça au Oui, précédent Citrap. oui, effectivement, la Syrie a participé à la réunion de l'UNESCO et elle fait partie effectivement de 4 commissions d'enquête, Mhm. d'enquête et de types d'études en fait de l'UNESCO. Il faut savoir quand même que beaucoup de patrimoine, beaucoup de sites font partie du patrimoine de sites syriens font partie du patrimoine de l'humanité et donc sont censés être protégés par l'UNESCO et que ces sites ont malheureusement été aussi souillés, détruits par les terroristes. Donc c'est très important aussi cette participation de retour à la Syrie, de la Syrie à l'UNESCO pour pouvoir traiter ensemble la restauration de l'ensemble de tous ces sites mais aussi la condamnation de tous ceux qui ont détruit et qui ont œuvré à la destruction et les pays qui les ont soutenus. Quand Mhm. Bien sûr, même. C'est bien sûr. très important. Ouais, ok. Il y a eu un traité culturel qui a été signé, culturel et sur l'éducation, entre la Syrie et le Pakistan, signé à Islamabad récemment. Tu peux nous en parler? Euh,
Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en ce moment, il y a une très grande activité d'ouverture vis-à-vis de la Syrie et de la Syrie vis-à-vis des autres pays aussi. Donc, des accords effectivement Bilatéraux. bilatéraux, de coopération, d'échange à tous les niveaux, avec pas mal de pays de l'Est, hein, je dirais, pays de l'Est Par rapport à la Syrie. de la planète, hein, Hmm. c'est ça. Donc là, il y a de nouveaux accords, il y a des choses qui se font, une activité qui se crée, alors que avant, et puis bien sûr, ça c'est un point important qui participe à la construction, à la reconstruction de la Syrie et surtout à un retour en force, hein, en fait, de la Syrie à la vie culturelle, intellectuelle, économique, internationale, après les 10 années de guerre où les agresseurs ont voulu isoler la Syrie C'est comme de si, tout son environnement. c'est comme si Ouais. la Syrie était déconfinée. Voilà, exactement, c'est le terme. Parce qu'ils ont voulu, pendant ces 10 années de guerre, complètement isoler la Syrie de son environnement. Maintenant que la Syrie s'est sortie triomphante, je dirais, de cette guerre, hein, qui a voulu vraiment la faire disparaître, hein, bon, bah là, elle se déploie au maximum et puis il y a une activité très importante et elle est reconnue par tous les pays qui viennent chercher effectivement un échange important d'expérience, je dirais, et de culture. Mhm. Voilà. Et surtout, une coopération économique aussi et complémentarité, puisqu'on est dans la même région, et puis puisque le Pakistan est un grand pays musulman et la Syrie est un pays où il y a une grande majorité de musulmans aussi, hein. Donc tout ça, c'est important à voir dans le cadre aussi des accords de tous les pays avec la Chine, avec l'organisation de Shanghai, etc. Tout ceci se construit maintenant. Et il est important d'ailleurs que les États-Unis prennent compte ou tiennent compte du fait que on n'est plus dans un monde monolithique, hein, et monopolaire, comme ils voudraient continuer à penser, mais qu'aujourd'hui, il y a un monde multipolaire qui se construit et qu'il y a des différents pôles d'influence qui existent en dehors d'eux, quoi. Donc, c'est très important. Bien sûr. Voilà. Alors il y a un article du Grayzone que tu m'as envoyé qui parle de l'EIAC, Mm, l'organisme international de contrôle sur les armes chimiques. mm. Et des mensonges en fait c'est des experts, hein, qui travaillent notamment pour le IAC qui sont pas trop contents des mensonges qui sont proférés en leur nom ou comment on tord la réalité pour faire dire qu'en gros il y a encore une attaque chimique perpétrée par Absolument. le grand Bachar. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, important de savoir qu'aujourd'hui, il y a, à chaque fois qu'on parle des réfugiés, du retour des réfugiés, il y a à nouveau une campagne médiatique et effrénée de mensonges contre l'État syrien, contre la nature de l'État syrien et sa manière de traiter avec ses ressortissants. Et surtout, donc, on remet sur le tapis ce qui a été le discours, parce que pendant la période de la guerre, donc en 2013, on accuse toujours le gouvernement syrien, Douma, d'avoir utilisé le chimique contre son peuple, etc. On accuse que Khan al-Assal est dans et dans les villages d'Idlib que l'État syrien utilise et a utilisé le chimique contre son peuple, etc. Alors, c'est important justement de voir
C'est dans ce cadre-là que viennent ces reconnaissances, je dirais, de la vérité, où des experts publient dans Grayzone le fait que tout ceci a été manipulé, que les rapports de recherche et le rapport des experts de l'OIAC ont été falsifiés, qu'ils ont été obligés, pour certains, ils ont été obligés de retirer ce qu'ils ont écrit, écrire autre chose, etc. Et plusieurs ont démissionné. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir ces nouveautés et ces vérités qui percent le jour maintenant. Et ça continue. D'ailleurs, les Russes ont fait savoir que les terroristes à Idlib, ils sont en train de simuler encore une fois une attaque chimique à Idlib pour la mettre sur le dos de l'État syrien, qu'il y a des attaques un peu partout et que ceux qui rentrent, ceux qui veulent revenir, ils sont tout de suite emprisonnés. Ils disent d'ailleurs cette campagne de manipulation dit aussi et de mensonges. Ils disent aussi aux gens, surtout, ne revenez pas parce que vous allez être attrapés, emprisonnés, torturés, etc. Ce qui fait qu'il y a effectivement une très grande manipulation de ce dossier des réfugiés, alors que tous se plaignent des réfugiés, et qu'il y a eu jusqu'à présent des milliers de réfugiés qui sont revenus en Syrie, aussi bien du Liban ou de la Jordanie, et qui sont très bien traités et qui sont très contents. D'ailleurs, à ce titre-là, l'État syrien fait appel à tous les réfugiés dans le monde, les réfugiés syriens dans le monde. Revenez dans votre pays, vous serez respectés, bien traités. Nous construirons ensemble avec vous vos maisons, l'infrastructure, parce que là, l'État syrien reconstruit au maximum l'infrastructure dans les régions où elle a été largement endommagée par les terroristes, puisque c'était effectivement un objectif des terroristes, vraiment de détruire systématiquement l'infrastructure. Bon, l'État syrien maintenant s'attache à reconstruire le maximum dans les zones qui viennent d'être libérées et les gens retournent. Les gens retournent dans leur maison, retournent dans leur région, reconstruisent et font avancer très vite les choses. Un point important, en fait, après cet appel, on peut dire aussi que l'État syrien continue l'application des amnisties qu'il a décrétées, des différentes amnisties, même pour les gens qui ont fui le service militaire, les réservistes qui ont fui. Et donc, il y a donc un grand mouvement d'amnistie et un grand mouvement de réconciliation et de régularisation de tout le monde. Donc, ça s'est passé à Deraa. Il y a eu même des libérations de prisonniers à Deraa. Ça se passe aujourd'hui et depuis une bonne semaine, une bonne dizaine de jours à Deir ez-Zor, des milliers de personnes qui régularisent leur situation et reviennent à l'État syrien, qui reviennent sous le giron de l'État, dans le giron de l'État. Al-Mayadeen aussi. Al-Mayadeen aussi. Donc Mayadeen fait partie du gouvernorat de Deir ez-Zor. Donc des milliers de personnes le font. Et ça, bien sûr, les médias mainstream n'en parlent pas. N'en parlent pas du tout. Ils disent mais de tout le monde est maltraité, ils se font emprisonnés par l'État, etc. Ce qui est complètement faux. Donc ça, c'est très important à souligner. Alors c'est assez étrange parce que tu es venu en préparant cette interview
avec un article, un dossier sur l'aide humanitaire américaine à la Syrie qui était empoisonnée. Tu vas nous expliquer comment et pourquoi. Et moi j'étais venu avec un article de Sputnik qui parlait du fait que les Américains avaient annoncé le 24 novembre l'allègement de l'embargo sur l'aide humanitaire en Syrie. Oui, effectivement. Alors, je voudrais rappeler quand même que les Américains occupent la zone nord-est de la Syrie. C'est la zone la plus fertile, en fait. C'est le panier alimentaire de la Syrie en matière agricole. Ça d'un côté. De l'autre côté, c'est la zone dans laquelle se trouvent aussi tous les puits de pétrole et de gaz qui permettent au peuple syrien de se chauffer, de vivre, etc. Et que les Américains pillent ce pétrole et le vendent, hein, ils le prennent et ils pillent ce pétrole et ça remonte à 50 millions de dollars par mois. Donc, ça, c'est un point. Donc, bien sûr, alors, ils se confondent et se morfondent sur le pauvre peuple syrien qu'ils sont en train d'affamer par des mesures coercitives qui n'ont absolument pas lieu d'être. Donc, un embargo imposé pour mettre le peuple à genoux. En plus de cet embargo, ils ont procédé à l'incendie, au vol systématique du grain syrien, en fait, de toutes les récoltes de blé et coton, etc., syriennes de la région et d'autres régions. Mais ceux qui n'ont pas pu kidnapper, ceux qui n'ont pas pu voler, ils l'ont brûlé. Donc, et voilà que maintenant, ils nous viennent avec, soi-disant, une aide humanitaire au peuple syrien, au peuple de la région de Hasakeh et de Deir qu'ils ont pillé et détruit. Et ils viennent maintenant présenter une aide en grains de blé, justement. Et ce grain de blé a été donc analysé par l'État syrien, par le ministère de l'Agriculture. Il s'avère que ces grains sont des grains vérolés, avec des germes qui empêchent la terre de reproduire, des grains empoisonnants en fait, qui sont vraiment empoisonnés et que en plus ils sont complètement porteurs de parasites en fait qui détruisent la terre parce que c'est un parasite qui sont des petits vers après qui restent dans la terre et qui l'empêchent de reproduire, de produire. Ça d'un côté, de l'autre côté, ça diminue, ça l'empêche pendant 10 ans. Donc, heureusement que l'État syrien s'en est rendu compte. Ils font régulièrement des informations à Tous les paysans. les paysans de la Mhm. région pour attirer leur attention sur le fait qu'il ne faut surtout pas planter, semer ces grains et surtout pas les manger en plus. Donc, c'est voilà l'aide empoisonnée américaine. Ils détruisent par l'aide dite humanitaire ceux qu'ils n'ont pas réussi à détruire par la guerre. Donc, méfiance et à voir à quel point ces sataniques américains continuent à vouloir tuer les peuples par tous les moyens. Ok. Donc, vraiment, on demande à une condamnation. Alors, bien sûr, le représentant de l'ONU qui est sur place a été informé de cette question. Et là, il faut absolument faire une motion de condamnation de ces pratiques des Américains et puis les passer en tribunal international. Ce sont des crimes contre l'humanité, en fait. Et pas seulement maintenant, mais contre des crimes contre les générations à venir.
Donc, c'est absolument transformer la terre syrienne qui est très fertile en terre qui ne produit rien. Voilà. Donc, Alors, je comprends que ton émotion soit vive, mais je crois que tu as ouais, décalé un petit peu ton téléphone dans la bataille verbale. Et voilà, voilà, parfait. voilà, Merci. voilà. Alors, Excuse-moi. non mais je te comprends. Alors du coup, on Ouais. va parler maintenant d'un événement qui est pas forcément plus réjouissant. Donc le 24 novembre, les défenses Mm, syriennes ont tiré sur des missiles israéliens qui ont frappé la Syrie. Donc c'était dans le mhm, centre du pays. Il y a eu deux mm. morts civils, un blessé et 6 soldats blessés. Voilà. Est-ce que tu peux commenter cette information? Alors, en fait, il y a eu, depuis notre dernier site rep, il y a eu deux attaques israéliennes, une dans le centre de la Syrie, donc une dans la zone de Homs, et une dans la zone de Damas, hein. Et c'est en fait ces attaques. euh, En fait, là, il y a eu effectivement à chaque fois des morts, des blessés, des destructions, etc. Et ils sont pour la plupart interceptés, descendus par les forces de défense syriennes. Mais ceci montre la rage des Israéliens, en fait, contre l'axe de la résistance. Moi, je peux dire pas seulement la Syrie qui est concernée par ces attaques, mais c'est la Syrie, puisqu'ils disent c'est la présence iranienne, etc., en Syrie, gna, gna, gna. Ce qui est important, c'est ce qui leur fait cette rage, c'est le renforcement de l'axe de la résistance. La Syrie est le cœur battant de ce front de la résistance. C'est aussi le cœur battant du refus d'Israël dans la région et du refus de la normalisation, mais aussi de soutien à la résistance palestinienne, à la résistance libanaise, etc. Donc, effectivement, mais aussi, parallèlement, la force aussi, on parlait de la résistance populaire en Syrie aussi et contre l'occupant turc, contre l'occupant israélien, américain et israélien. Bon, donc il y a eu aussi à chaque fois plusieurs interventions de la population qui ont empêché Des convois comment militaires? dire, Des convois des militaires. convois militaires américains de rentrer en Syrie et qui les ont obligés à partir, même en leur lançant des pierres en fait, en les combattant avec des petites armes personnelles. Et donc, ils ont été obligés, mais aussi, il y a eu des missiles qui sont tombés sur l'aéroport Algir à Hasakeh, un aéroport militaire dans la région de Hasakeh, un aéroport militaire syrien qui a été occupé par les Américains, transformé en base militaire. Donc, depuis quelques années, là, pendant cette guerre de 10 ans, quoi. Et donc là, il y a des missiles qui leur sont tombés dessus et puis pas mal de destruction, on pense, parce que ils n'ont rien dit. Les Américains, comme d'habitude, ils ne disent rien quand ils sont affectés. Donc Donc les médias syriens parlaient de 5 missiles lancés par la résistance, hein, c'est ça? exactement, tout à fait. Et c'était Et donc le ça c'était le 22 novembre, juste pour voilà, préciser. c'est 2 jours avant, donc avant cette agression israélienne. Donc il faut dire que effectivement, plus la résistance populaire monte, plus les tentatives d'agression israéliennes et américaines montent aussi, ce qui montre que Israël est toujours très présent dans ses agressions contre la Syrie et contre le peuple syrien, et y compris même les Israéliens et les Turcs bien sûr. Et là, d'ailleurs, on a vu qu'il y a des rencontres qui sont programmées d'ailleurs entre Erdogan et les Israéliens pour combiner leurs plans et puis coordonner leurs agressions, en fait, hein. Mhm. Alors Donc, les Turcs accentuent justement leur agression sur Afrin, dans le nord de la voilà. Syrie. Et puis
les Turcs volent le grain toujours, hein, comme tu disais tout à l'heure, tout à il n'y a pas fait. que les Mm, Américains, et mm, vendent les maisons dans la région de Hasakeh et d'Alep. tout à fait. Euh, donc il y a toujours des attaques terroristes qui continuent à Idlib, à Hama, contre la population, et les Russes Voilà. font le décompte des violations. Alors est-ce que tu peux nous commenter un petit peu toutes Oui, ces en fait, informations? voilà. Donc tout ceci montre que c'est un plan qui est bien étudié, bien ficelé, je dirais, entre les Turcs, les Américains, les Israéliens, contre le peuple syrien, contre le peuple palestinien, contre le peuple libanais et contre tous les peuples de la région pour faire en sorte qu'il y ait une occupation systématique de cette région par les Israéliens pour qu'ils deviennent enfin, le pays dominant quoi, dans la Hmm. région. Mais ça, c'est important de voir aussi, effectivement, dans tous ces détails, il y a tout s'enchevêtre pour s'attaquer à la Syrie, qui est vraiment le cœur battant. Et surtout dans cette période maintenant aussi où la Syrie s'ouvre au monde, où Mhm. le monde s'ouvre sur la Syrie. Et elle prend aussi une position, un positionnement important au niveau mondial et au niveau arabe, puisqu'il est question aussi qu'elle revienne, que la Ligue arabe revienne à la Syrie, c'est-à-dire réinvite la Syrie, puisque l'Algérie aussi, le sommet de la Ligue arabe se réunit cette année en Algérie et que l'Algérie tient beaucoup effectivement à la présence syrienne. Il est important de voir que tout ceci va dans le sens de comment dire, dans le sens de la reconnaissance de la résistance et de la souveraineté comme étant le pilier et la base hein, de tous ces accords, je veux dire, de la Ligue arabe, etc. Donc, c'est ce pacte, la Ligue arabe, avec ce retour de la Syrie, elle va à nouveau, alors qu'elle était devenue un instrument de destruction des peuples des pays de la région, puisque c'est eux qui ont autorisé la destruction de l'Irak, c'est eux qui ont poussé, c'est la Ligue arabe, hein, la destruction de l'Irak, la destruction de la Syrie, et voilà. Et là, bon, ben, la Ligue arabe prendra peut-être une autre tournure, qui est une tournure de résistance des peuples arabes Mhm. contre les agresseurs. Voilà. Très bien, alors on va essayer d'accélérer la cadence. Non pas qu'on Mhm. ait traîné, on a été assez rapide, mais parce qu'il y Ouais. a pas mal de points à voir, donc on va encore accélérer le pas. Donc je vais te dire trois points qui concernent plus ou moins Kassad. Donc la ville de Hasakeh a de nouveau l'occupé. Il y a Mhm. les terroristes qui sont Ouais. soutenus par les Turcs qui s'attaquent aux pylônes électriques. Les structures sont volées Mhm. et emmenées en Turquie. Mhm. Et puis il y a un article du Guardian que tu m'as envoyé qui stipule que des prisonniers de Daesh témoignent qu'ils ont été libérés par les FDS. Donc, tu vas nous Mhm. expliquer pourquoi à ton sens. Ouais, tout à fait. Alors donc effectivement, on voit effectivement que la Turquie reprend. Elle n'a jamais arrêté, mais en fait, il y a toujours un partage de rôle entre la Turquie, les États-Unis, les Israël pour la destruction de l'infrastructure syrienne. Que aujourd'hui, avec la souffrance du peuple syrien, du fait de manque d'électricité, etc., et le fait qu'il y ait eu justement cette ouverture pour dire effectivement la Syrie va pouvoir reprendre la production électrique, etc. Ben, la Turquie se dépêche pour voler les pylônes électriques, hein, puisque nous, on peut pas nous en importer, et puis les mettre sur des camions qui vont en direction de la Turquie. Ça, c'est déjà donc une grande participation à la destruction de l'infrastructure syrienne. À nouveau, il continue. De la même manière, donc, dans la région de Hasakeh, c'est à nouveau priver la population. Un bon coup de pression, quoi, sur
la population qui résiste et qui refuse l'ordre établi des Turcs et qui refuse de se turquiser et qui continue à se reconnaître comme Syriens et qui continue à résister. Donc on les empêche on joue avec la soif, la faim, le froid, etc. En fait, toutes les horreurs qu'ils pratiquent pour mettre à genoux la population. En même temps, ils continuent donc à voler tout ce que la population a produit et qui lui permet de résister. Maintenant, effectivement, on revient au fait Daesh on dit le prétexte de la présence américaine et le prétexte de la présence turque et le prétexte, c'est que on veut lutter contre le terrorisme. Mais le terrorisme de Daesh, on le libère et il faut quand même penser qu'il y a d'autres usages aujourd'hui. Les Américains ont toujours coopéré et partagé les rôles avec les Turcs sur la présence terroriste. Moi, je voudrais rappeler quand même que lorsque l'armée syrienne et l'armée Hashd al-Sha'bi avancent aussi pour s'attaquer à Daesh, ils sont bombardés par l'armée américaine. Et donc là aussi, on voit Qassad qui est l'agent des Américains dans la région. Alors tantôt ils sont agents des Américains et lorsque les Américains disent qu'ils veulent s'en aller, ils courent pour dire à l'État syrien, s'il vous plaît, nous sommes OK nous sommes syriens, nous continuerons, etc. Donc ils changent 3 fois d'avis dans la journée. Bon, donc ils sont vraiment là, ils sont l'agent des Américains pour libérer les combattants de Daesh, là, les terroristes de Daesh, pour sévir dans la région. Sévir dans la région, c'est-à-dire en Syrie, en Irak, c'est aussi s'attaquer à toute velléité de souveraineté et pour ne pas permettre, je dirais, le départ des Américains. À nouveau, donner un prétexte aux Américains pour dire, nous, on s'en va pas, là, il y a les terroristes, donc on va rester pour combattre les terroristes. Voilà. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait en Irak aussi. Alors, tu voulais évoquer aussi le sort du journaliste syrien Mohamed Assairi. Voilà. Alors, désolé si je prononce pas bien son nom. Merci de m'y faire penser. Effectivement, Mohamed Assairi, c'est un journaliste de l'Akhbariya Souria. Et c'est un journaliste qui est là encore emprisonné depuis 2 ans chez Qassad aussi. Et parce que c'est suite à un moment où il était sur place, il a fait effectivement des photos, et il a fait un témoignage vivant, les montrant comment ils sont en train de brûler les récoltes. Donc ils l'ont capturé. Et là, il est maltraité, il a été torturé et il est sur le point dans un très mauvais état de santé et il ne le libère pas. Alors ça, c'est vraiment le moindre truc qui pourrait montrer leur bonne volonté, c'est les libérer, le laisser rentrer, etc. Eh ben non, il le garde prisonnier. Je sais pas quelle est leur intention de négocier avec la peau de ce journaliste parce que pour moi c'est un héros aussi et qui montre la vérité et qui défend la vérité au même titre que les soldats qui défendent le peuple, le peuple et le pays. Donc voilà, et ils sont des criminels, vraiment. Voilà, donc nous exigeons sa libération immédiate et nous demandons surtout à tous les organismes humanitaires qui sévissent, humanitaires entre guillemets, qui sévissent en Syrie, personne n'en parle, ni l'ONU, ni le Human Rights Watch, voilà. Alors il y a la réhabilitation, la Syrie réhabilite en ce moment ses monuments historiques. Donc il y a eu une intervention récemment du ministre du Tourisme. Donc elle réhabilite ces monuments historiques, mais pas uniquement, puisqu'elle réhabilite également des infrastructures touristiques, des hôtelières. Et puis elle a une action en direction de la formation des jeunes pour les former au métier du tourisme, tout simplement. Il y a plusieurs choses.
Donc par rapport au tourisme, j'avais noté, le ministre du Tourisme dit qu'il y a des dizaines de demandes de pays européens pour reprendre le tourisme. Donc il y a un plan qui est en ce moment sur 10 ans. Mhm. Est-ce que tu peux nous commenter ces deux informations, s'il te plaît? Alors, en fait, effectivement, là, le tourisme, en fait, on a parlé des destructions qui sont faites par les terroristes en Syrie. Il y a eu par les terroristes et par les États-Unis, la Turquie. Il y a destruction des monuments historiques. Palmyre a été détruit, Halabia Zalabia a été détruit, en fait, partiellement ou totalement, mais il y a aussi beaucoup de monuments en Syrie. Du côté d'Idlib aussi, on espère qu'ils continuent à vivre. Euh, voilà. Donc, ils ont détruit les Turcs et les Américains et les terroristes, donc soutenus par la Turquie et les États-Unis, ont détruit beaucoup de monuments, mais aussi ont pillé beaucoup de richesses, euh, comment dire, beaucoup de richesses historiques, hein, des pays, de la Syrie, continuent donc à en faire autant. Et donc face à cela, chaque fois que les zones ont été libérées, ou c'est dans les zones libérées et dans les pays, villes et pays libérés, la reconstruction des monuments et la restauration a été faite sur le tas tout de suite, hein, rapidement, a été faite, a démarré, je peux dire. Elle est en cours partout, donc ça c'est un point important parce que ça fait partie de la richesse syrienne. Ça c'est un premier point. La richesse et l'histoire quand même. Deuxièmement, le ministère du Tourisme a profité aussi de cette conférence parce qu'il y a eu c'est une sorte de conférence de presse du ministre du Tourisme syrien qui affirme que pendant cette période, en fait, il y a effectivement une reconstruction, il y a effectivement une réhabilitation aussi de l'ensemble des structures autour du tourisme, les hôtels, les régions, etc. Donc ça c'est aussi, mais aussi une formation des jeunes, de jeunes à travers les écoles hôtelières, etc., pour assurer un service autour du tourisme de qualité. Donc, et du tourisme intellectuel en fait et culturel. Sachez que en Syrie, en 2010, il y a eu plus de 5 millions de Syriens, de 5 millions de touristes qui ont fréquenté effectivement les différents sites de la Syrie et que malheureusement pendant ces 10 ans, il n'y en a pas eu depuis 2011 jusqu'à maintenant. Et donc là, il est important de voir que c'est important de reprendre et c'est une priorité pour le ministère du Tourisme de reprendre l'accueil des touristes, hein. Et Mhm. là, il dit qu'il y a des dizaines de pays européens qui demandent effectivement la possibilité de retour au tourisme en Syrie et qu'il pense que 2022 va être une année importante pour le tourisme en Syrie. Mhm. Nous Alors l'espérons. pour terminer ce site rep, on va parler de la nouvelle loi en Syrie, hein, qui a été faite pour développer les filières d'énergie renouvelable, hein, que ce soit l'air et le solaire. Mhm. Est-ce que tu peux nous en parler? Tout à fait. Alors, justement, cette nouvelle loi qui permet de réhabiliter et d'intégrer dans le réseau officiel des énergies électriques qui sont produites par les énergies renouvelables, donc du soleil et puis du vent. C'est très important parce qu'elle va permettre d'affluer effectivement le réseau électrique et va permettre peut-être rapidement de diminuer la peine des Syriens qui souffrent aujourd'hui du froid et du manque d'électricité. Ça, c'est un point important. Il faut voir aussi que
Dans ces accords aussi, la Syrie a passé pas mal d'accords avec des pays amis pour la production électrique, en fait, hein, aussi, et la réhabilitation aussi des centrales, mais pas dans la même technique nécessairement, donc dans des techniques nouvelles. Et ça, c'est très important. Voilà, donc c'est très important aussi de voir que les gens peuvent aussi eux-mêmes, et ils sont encouragés à eux-mêmes faire leur propre énergie électrique en fait, en mettant des capteurs solaires sur leur toit et essayer de les utiliser au maximum, d'utiliser au maximum l'énergie du soleil, parce que la Syrie est un pays qui est très ensoleillé, je dirais, pendant toute l'année pratiquement. Un dernier point que je voudrais saluer et mettre en avant, c'est le fait que la Syrie et l'État syrien ont toujours pensé que la culture est un pilier à la fois de l'identité et la culture est un pilier de la résistance. Alors, donc, à ce titre-là, une semaine de la culture a été lancée aussi cette année, donc il y a quelques jours. Elle a été lancée donc dans la salle de l'Opéra à Damas. À partir de là, dans toutes les villes de la Syrie, donc des grandes manifestations et événements culturels, donc depuis la danse, le chant, le théâtre, les salons de livres et toute la participation donc tous les pôles de la culture, je dirais. Donc ça va durer une dizaine de jours dans l'ensemble de la Syrie et dans toutes les villes. Et donc c'est un point important aussi. Très bien, et Et bien merci d'avoir... le titre de cette semaine mhm. de la culture cette année, c'est Authenticité et renouvellement. Merci d'avoir pensé à ce point et qu'effectivement j'avais oublié alors qu'il était à l'ordre du jour. Merci Aïssar. Merci. Merci pour tes analyses et ton témoignage. Et donc je te dis à toi ainsi qu'aux internautes dans 2 semaines. Merci beaucoup et j'espère vous avoir donné un bon panorama en fait, qui est, reconnaissons-le, très difficile à faire étant donné la richesse des événements qui se produisent tous les jours C'est vrai. dans notre région. Eh bien, Merci. merci à toi et à dans 2 semaines. À bientôt. Merci, merci à toi, Raphaël.